Voilà. Je pense par exemple au rapport datant de juillet relatif aux objectifs de développement durable que vous avez pu faire, ou encore en 2019 intitulé Transition alimentaire. Donc vraiment, je salue l'implication notamment de Thierry Pouche, qui est membre éminent de votre académie et qui a éclairé les recherches de mon équipe avec pertinence. Et je crois réellement que ce rapport formule une série de recommandations qui pourront se recouper avec vos travaux. Donc, on peut passer la deuxième slide. J'espère que ceux qui sont connectés les voient bien. Alors, donc, la deuxième slide, elle parle voilà, du contexte. Donc, moi, il m'a semblé assez important de vous présenter le contexte, c'est-à-dire que on a, dans le cadre notamment de la loi relative à la réintroduction des néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières, eh bien, beaucoup de personnes qui se sont emparées de ce terme de souveraineté alimentaire pour justifier cette réintroduction. Je pense à des membres du gouvernement, à des instances agricoles également. Puis on a la souveraineté alimentaire qui a pris une dimension stratégique dans le contexte de la crise sanitaire notamment, avec la diffusion d'images de rayons alimentaires vides dans les supermarchés. Et puis le terme a ensuite été repris et médiatisé par le président de la République, donc le 12 mars 2020 et puis le 13 avril 2020. Donc, si la définition du terme interroge, il touche quand même du doigt des éléments assez cruciaux que la France, puissance agricole de premier plan, ne devrait pas avoir à se préoccuper d'un risque de pénurie, mais nous sommes peu à peu confrontés en fait aux effets pervers de notre modèle de développement agricole, et cela ne date pas d'hier, mais des années 1970, avec notamment l'explosion des coûts de gestion de la surproduction, et puis le reproche de concurrence déloyale de la part des pays tiers. C'est un reproche qui nous est régulièrement fait par les agriculteurs, qu'on est bien 10 ans en France, mieux 10 ans en France, mais qu'il y a une concurrence déloyale qui s'installe. Et puis les effets néfastes sur l'environnement. Et enfin, cet élément est central à la réflexion du groupe de travail que j'ai lancé, c'est l'objectif de solidarité internationale, pourtant crucial à la définition initiale de souveraineté alimentaire. Donc, telle que portée par l'internationale paysanne, elle est totalement écartée de l'utilisation contemporaine du terme. Et il me semble d'une importance primordiale de repositionner cet objectif au cœur de toute décision et stratégie en la matière. Donc, j'ai donc lancé ce groupe de travail avec deux objectifs principaux. C'était revenir aux fondamentaux et réinterroger la souveraineté alimentaire à la lumière de sa signification originelle telle que perçue par l'internationale paysanne, et puis distancer la quête de souveraineté d'une recherche de domination économique et de désolidarisation des systèmes agricoles et alimentaires internationaux. Donc, in fine, moi, je souhaite, par cette réflexion, aboutir à une définition actualisée de la souveraineté alimentaire et à des recommandations politiques publiques permettant sa mise en œuvre. Autrement, à une véritable stratégie coordonnée qui ne fasse pas l'impasse sur certaines dimensions du concept et qui adopte une approche transversale et holistique et non uniquement agricole. Donc, on peut passer à la troisième diapo, voilà, donc sur la méthodologie. Donc, je vais vous exposer rapidement les différentes étapes. Donc, en octobre 2020, après un appel à candidature, il y a 32 députés qui ont pu rejoindre ce groupe de travail. Et de novembre 2020 à mai 2021, on a auditionné 40 personnalités sur 16 auditions pour 20 heures totales de travaux. Et puis de mai 2021 à octobre 2021, mes équipes et moi-même, on a procédé à la rédaction du rapport qui est assez fidèle à ce qui a pu nous être dit lors des auditions. Et donc, je reviendrai sur le détail du rapport et sa conception dans les prochaines diapositives. Et donc, enfin, en octobre 2021, on a le rapport qui est publié et puis envoyé aux différentes parties prenantes. Il est disponible sur mon site internet si besoin. Donc, sur le plan du rapport, on a tout d'abord la première partie qui est dédiée à l'introduction et au contexte que je viens de vous exposer. On a la deuxième partie qui constitue un état des lieux des normes existantes. Et là, je voulais faire vraiment un recensement international, européen, national et local, donc en matière de souveraineté alimentaire et pour l'ensemble des secteurs imbriqués. C'est un apport théorique majeur et tout le monde peut s'en emparer.
La troisième partie, elle est composée d'illustrations concrètes des bénéfices du développement d'une stratégie de souveraineté alimentaire. 3 cas, le scandale du chlordécone, le fonctionnement de la filière de cacao et les problématiques socio-environnementales liées à la transformation des noix de cajou. Dans la quatrième partie, je formule les préconisations du rapport. Il y en a 154 propositions qui sont formulées et qui sortent des auditions. On les a définies en 10 objectifs et 35 préconisations concrètes. Et puis enfin, en cinquième partie, le rapport conclut en proposant 4 axes clés qui permettent de mettre la définition de la souveraineté alimentaire au goût du jour et mettre à disposition en fait en annexe l'ensemble des comptes rendus. Il faut savoir que chaque personne auditionnée a pu relire ces prises de parole et les valider. Ensuite, donc la cinquième diapositive, c'est sur l'introduction et le contexte. Voilà, je voulais revenir plus précisément là-dessus. Je vais vous passer l'historique parce que je pense que vous l'avez ici à l'Académie française, mais sur le terme de la conception... Vous avez dit Académie française, très gentil. Pardon. Académie d'agriculture, je pense que vous... Pardon, de France. Je pense que vous avez l'historique ici de comment ça s'est passé. Mais ce concept de la souveraineté alimentaire, elle a été développée dans les années 1990, donc sous l'impulsion d'associations altermondialistes et de syndicats agricoles. Et donc, la Via Campesina, qui naît en 1993, propose une définition. C'est le droit des populations de leurs États ou unions à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. La priorité, elle est donnée à la production agricole locale, la reconnaissance des droits des paysans et des droits des consommateurs à pouvoir décider de ce qu'ils veulent consommer et à participer aux choix politiques agricoles, et le droit des États à se protéger des importations à trop bas prix et à maîtriser la production sur le marché intérieur. On a ensuite eu la déclaration de Mons en 1993 pour le sommet mondial de l'alimentation. Donc on voit que la définition de la souveraineté alimentaire, elle a vraiment été reprise aussi donc de la définition de la Via Campesina, mais par les instances également internationales, puisque en 1996, on a également le sommet mondial de l'alimentation avec l'ONU et la FAO qui reprend cette définition. Donc le terme a mobilisé souvent en temps de crise, hein, et on l'a vu notamment dans les risques de crise alimentaire pour répondre à des déséquilibres ou alors anticiper un risque d'insécurité alimentaire. Je pense notamment à 2007-2008. Mais une crise, elle peut conduire à 2 types de réponses, hein, des mesures d'urgence sur le court terme, comme la distribution d'aide alimentaire pour les étudiants qu'on a pu connaître, mais aussi à une stratégie globale qui est à repenser sur le long terme. Ainsi, la question, elle est désormais de savoir quelles modalités de souveraineté alimentaire nous souhaitons offrir à nos pays, à nos concitoyens, mais aussi à nos agriculteurs et à ceux des pays avec lesquels nous commerçons. Sur la 6e diapositive, sur donc l'état des lieux des normes existantes. Donc là, j'ai voulu vraiment reprendre les normes qui ont pu se faire, destinées en 8 thématiques. Hein. Donc la production agricole, la durabilité des modes de production et de consommation, l'accès des consommateurs à une alimentation saine et de qualité, la question des normes de production. L'ambition de ce répertoire, il est double. Hein. C'est éclairer les réflexions du groupe de travail, faciliter la formulation des recommandations en se basant sur l'existant, mais aussi servir de référence pour les prochains travaux s'attelant sur ce sujet. Moi, je n'ai pas l'ambition de dire que ce rapport m'appartient. Il appartient à tout un chacun qui veut s'en emparer. Je pense que c'est important, puisque c'est un travail collectif qu'il faut mener sur ce sujet. Seul, je ne pourrais pas y arriver. Ça, c'est important que chacun puisse aussi se l'approprier. La 7e diapositive, donc, qui fait partie du rapport, donc là, il illustre, je ne vais pas m'attarder plus que ça, vous le retrouverez dans le rapport, mais les 3 exemples qu'on a pu citer, donc sur le chlordécone, le cacao et puis la filière de noix de cajou. On pourra vous transmettre de toute façon le diapo si vous le souhaitez pour lire plus en détail, mais comme je sais qu'on a un temps restreint, je préfère les échanges. Sur la 8e diapositive, donc là, on en vient aux recommandations.
Donc là, je vais prendre un petit peu plus de temps. Donc, ça a été défini en 10 objectifs centraux. Donc, le premier, c'est établir une feuille de route relative à la souveraineté alimentaire sur plusieurs temporalités. Le deuxième objectif, c'est d'adopter une approche transversale de la question alimentaire. On a un exemple en France qui commence à émerger, c'est l'approche sur le One Health, une seule santé, qui arrive à regrouper différents ministères. Donc c'est bien, c'est un bel exemple. Il faut qu'on continue sur ces sujets agricoles et alimentaires, je pense. L'objectif 3, il est de promouvoir et instaurer une exception alimentaire au sein des accords commerciaux. Ça, c'est quelque chose qu'avec plusieurs instances, on a pu demander dans la loi Egalim, l'exception agricole, qui n'a pas pu malheureusement être votée et acceptée. Le quatrième objectif, c'est intégrer donc à la construction de la rémunération agricole et du prix alimentaire les externalités positives et négatives. Donc là, on pense au label notamment. L'objectif 5, c'est revaloriser le soutien public apporté à la politique de l'agriculture en France à la hauteur de sa portée stratégique. Le sixième objectif, c'est orienter les politiques agricoles nationales pour plus d'autonomie, mais pas d'autarcie. Le septième objectif, c'est diffuser une information alimentaire positive et objectiver les discours marchands ou militants. Huitième objectif, permettre la diversification alimentaire. Neuvième objectif, faire de l'alimentation un objet de gouvernance. Et puis le dixième, c'est instaurer un service public universel de l'alimentation. Voilà pour ces objectifs que vous pourrez retrouver dans le rapport avec plus de détails. Et la neuvième diapositive recense quelques préconisations sur les 35 qu'on a pu élaborer, avec notamment élaborer une stratégie de souveraineté alimentaire qui différencie explicitement les objectifs et actions donc sur plusieurs temporalités. On le retrouve dans l'objectif 1. Et là, je pense notamment aux projets alimentaires territoriaux qui, sur les territoires, ça marche bien. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse adapter le sujet de la souveraineté alimentaire à des temporalités qui sont différentes. Inscrire le droit à l'alimentation, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, à une alimentation saine, durable et librement choisie au sein de la Constitution française. Octroyer la compétence alimentation à un échelon administratif déterminé, donc par bassin de production et de consommation, c'est pareil, c'est des choses qui ont été discutées dans la loi Egalim, notamment sur la détermination du prix. On a aussi fait la préconisation de développer un label biodiversité et label emploi sur le même modèle que le label bas carbone. Donc, ce n'est pas un énième label sur les produits. Je tiens à le préciser parce que plusieurs me posent la question. C'est un label entreprise, il n'a pas vocation à s'afficher sur les produits alimentaires. Donc, instaurer une exception alimentaire au sein du droit européen. Donc, ça rejoint l'un des objectifs précédents. Exiger un cahier des charges strict avec obligation de résultats au sein des appels à projets et généraliser cette pratique. Et puis une dernière préconisation en exemple, c'est lancer la réflexion autour de l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. Sur la 10e diapositive, qui est la conclusion donc, de ce rapport, hein, avec une définition qui est issue de ce groupe de travail, qui est un peu revue, qui pourrait être celle-ci, c'est que la souveraineté alimentaire, elle s'acquiert en produisant localement ce qui peut l'être et en important ce qui ne peut pas l'être. Il faut penser d'abord les possibilités d'approvisionnement permises par la production locale, puis élargir l'horizon géographique en apportant le complément nécessaire à une offre alimentaire diversifiée. Il y a deux notions qui sont apparues essentielles pour appréhender la souveraineté alimentaire dans toutes ses dimensions. C'est la notion de proximité, avec la reconnexion des travailleurs de la terre et des transformateurs aux mangeurs. Et si elle ne peut pas être géographique, c'est exiger le respect de conditions socio-économiques décentes pour ceux qui nous nourrissent, tout comme nous souhaitons que l'agriculteur local vive de sa production. Et là, je pense particulièrement aux accords commerciaux qui ont été votés ou qui sont en négociation. Et dans la notion de proximité, permettent également un respect mutuel entre nations à travers une solidarité commerciale et internationale. Et puis la deuxième notion, c'est la solidarité, donc qui permet l'accès universel à l'alimentation, qui propose l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation, qui garantit un revenu issu de la terre à ceux qui la cultivent, et puis plusieurs d'autres notions. Donc pour conclure, l'intérêt de ce rapport réside principalement dans le fait qu'il recontextualise le concept,
puis qui politisent le propos. C'est aussi mon rôle de le faire. Et je terminerai sur des mots très simples, c'est que la souveraineté alimentaire, ce n'est ni l'indépendance agricole, ni l'autarcie, mais c'est bien le juste équilibre entre la mise en marché à outrance des biens agricoles et la rupture avec le libre-échangisme, la réappropriation collective et partagée du destin agricole de notre pays. Le citoyen, il est encore aujourd'hui éloigné de la conception des politiques alimentaires et des choix opérés, et donc décider pour et par soi-même. Voilà. J'ai essayé d'être rapide. Merci. Pour pouvoir échanger. Je tenais à vous applaudir parce qu'effectivement, quel travail, quelle belle ambition, ce programme que vous avez présenté. Alors, j'avais déjà lu, en tout cas parcouru, sur votre rapport qu'on a diffusé, je crois, à plusieurs reprises au sein de nos membres, donc ils sont bien au courant. Pour moi, on devrait en discuter 3 jours, quoi, parce qu'il y a vraiment plein de sujets sur lesquels j'ai des commentaires personnels et on pourra échanger peut-être plus tard. Mais je crois que c'est tout à fait passionnant ce que vous tentez. Hein. C'est pas facile du tout et je mesure l'enjeu. Et le mieux, c'est peut-être de passer la parole. Peut-être d'abord à Nadine, parce qu'elle a suivi ce dossier pour nous, et notamment aussi le dossier One Health qui a été cité. Nadine, tu as quelques commentaires à faire par rapport à ce que vient de dire notre ami député. Alors, les commentaires, d'abord, un grand merci. Un grand merci pour nous permettre de discuter un peu. La richesse du rapport est telle qu'en discuter 3 jours, je crois que c'est très insuffisant. Je vais m'expliquer. Alors tout d'abord, je pense que nous pouvons vous féliciter, vous et votre équipe, parce que j'ai trouvé ce rapport excellent. La première partie qui fait l'historique qui définit parfaitement ce qu'est le droit à l'alimentation, en voyant bien les étapes avec la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est très clair, très bien fait. Et la suite, évidemment, est aussi très bien argumentée. Alors, je trouve aussi, et ça, nous en sommes tous conscients, que le rapport, que vous êtes très ambitieuse, hein, c'est très ambitieux, et nous en avons pleinement conscience parce que il y a bien des points sur lesquels l'académie, alors je ne peux pas dire l'académie est d'accord parce que ici c'est un forum de débat, toutes les idées sont présentes. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui dit l'inverse. Bon, donc, mais majoritairement, il y a beaucoup de points sur lesquels nous serions d'accord. Par exemple, le point 2, où il faut produire localement, n'importer que le reste et aller vers une transition agroécologique, ça je crois qu'il y a quand même une très large majorité. De même, l'approche transversale et intégrée justement dans la démarche One Health, ça fait son chemin, mais on a vu combien c'était quand même long et difficile. Hein. Donc, rien que ces deux points qui sont tout à fait consensuels, eh bien, ils paraissent déjà très difficiles à mettre en œuvre. Nous avons aussi d'autres points de convergence, en particulier les taxes bas carbone, la comptabilité que Jean-Marie Serroni va développer tout à l'heure dans la séance qui est organisée, les labels, nous avons une séance sur les labels. Je crois que c'est toi, Dominique, non, c'est pas toi qui organise ça, c'est la section 8 en tout cas. Il y aura quelque chose sur les labels. Oui. Oui, les labels, il y a une séance. Ah. Début janvier, voilà. C'est vraiment intéressant. C'est les Expo qui organisent ça, c'est pas moi. Voilà, pardon. Les insectes. Bon. Donc, alors, en revanche, évidemment, il y a forcément des points où les débats sont plus forts, en particulier sur votre point 10 du service public universel de l'alimentation. Alors, je crois que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui ont dû jeter un œil sur votre rapport et donc sont prêts à poser des questions. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vais d'abord passer la parole à la salle ou à la salle présente ou virtuelle. Donc, qui veut entamer la discussion? Nos collègues qui sont sur Zoom, vous levez la main pour parler, ceux qui sont sur Zoom, hein, levez la main pour parler.
Alors d'abord, moi, je voudrais dire que je reconnais en vous, Madame Lefeur. J'ai enseigné pendant 36 ans à l'université de Brest et j'ai côtoyé les femmes brillantes, intelligentes, travailleurs. Et je reconnais en vous cette qualité et bravo, parce qu'à votre abordé les thèmes de cette qualité-là, vraiment bravo, vraiment bravo. On entend très mal. Qu'est-ce qu'il y a? On entend très mal. J'ai plus de son. T'as touché à rien. Mmh. Tu peux couper ton propre son, mais normalement, tu peux pas. Oui, j'ai plus rien. Bizarre. T'as touché à rien. Non, j'ai touché à rien, ça s'est arrêté d'un coup. Bon, on est tous pareils. Hein. C'est pas... Encore une grosse voiture qui est garée devant chez nous. Hein. Camionnette blanche. En noir. Bon. Comment vous vous débrouillez? Chez nous, ça marche toujours bien, la chantier. Mmh. Henri, est-ce que tu m'entends? De la question alimentaire de l'OMC, c'est-à-dire revenir avant 92 ou 93, hein, avant la rentrée dans enfin la fin du GATT et le passage à l'OMC. C'est plus subtil qu'une réponse oui ou non. D'ailleurs, vous en mettez vous en mettez des éléments, mais sans dire clairement. Jean-Marie, avant de passer, est-ce que nos gens sur Zoom nous entendent là? Bernard, tu m'entends? Oui, c'est reparti, mais il y a juste 3 minutes, hein, même pas. Oui, Oui, on vous entend. Alors, j'étais à demander si vous avez des questions à poser à Sandrine Lefeur qui nous fait oui. l'amitié d'être avec nous. Donc, je passe la parole alors peut-être à Geneviève Parent. Tu ouvres ton micro et tu prends la parole depuis le Québec, je crois. Oui, bonjour, Madame la députée. Alors, c'est plus un commentaire qu'une question, mais simplement, puis Henri pourra peut-être en témoigner par la suite, mais simplement vous informer que nous avons une collaboration dans le cadre du programme Coopération France-Québec, donc la coopération décentralisée qui porte exactement sur les questions de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire et du rôle des systèmes alimentaires le rôle que doivent en fait jouer les systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs là, que vous proposez.
Et donc, je tenais à vous féliciter pour ce travail qui est colossal. Je pense clairement, là, pour moi, avec ce que j'entends de ce côté-ci de l'océan au Québec, les intentions vers plus d'autonomie alimentaire qui sont les mêmes. Donc, ça confirme ce que nous disions justement en réunion hier, que le Québec et la France gagneraient à discuter en binôme de ces questions-là parce qu'ils ont des réalités similaires et des visions aussi similaires sur les questions. Donc, félicitations, puis ça nous encourage à poursuivre notre discussion dans le cadre de la coopération décentralisée. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Bernard Bourget, tu voulais prendre la parole? Bernard. Oui, moi, cette notion de souveraineté alimentaire m'interroge. Autant je comprends parfaitement la notion de sécurité alimentaire, là c'est très clair, et parce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à une vision de Méline, hein, on ferme tout, d'autant que c'est plus possible puisqu'on est dans l'Union européenne, c'est un marché très ouvert. Et il ne faudrait pas non plus qu'on en oublie que la vraie question, c'est d'être compétitif sur ce marché. Voilà, et je n'ai pas le sentiment que l'on y va vraiment. Enfin, je vous interroge là-dessus parce que moi, je préférerais qu'on s'interroge sur notre compétitivité de notre agriculture alimentaire plutôt que de la souveraineté. Surtout si on veut rester un grand pays agricole, exportateur. Merci Bernard. Donc vous avez 3 questions, Sandrine. Je vous rappelle simplement que Bernard Bourget anime depuis très longtemps le groupe de travail sur la PAC. Donc c'est un spécialiste européen. Donc il est normal qu'il pose ce genre de questions. D'abord une première série de réponses. Merci beaucoup. Oui, merci. En tout cas, merci beaucoup pour vos compliments hein, pour ce rapport-là. J'espère que vous pourrez aussi vous en saisir et travailler dessus. C'est vraiment, comme j'ai dit, il ne m'appartient pas à moi, il appartient à tout le monde. Sur la sécurité sanitaire des aliments et le message positif, oui, alors, je sais qu'en France, on a quand même une qualité, une sécurité sanitaire qui est assez forte. Mais les citoyens aujourd'hui se posent quand même des questions, non pas sur, comment dire, la sécurité sanitaire des aliments en tant que telle, mais sur par exemple, les pesticides qui pourraient retrouver, les résidus en tout cas, qui pourraient retrouver dans les aliments, dans la qualité de l'eau et tout ça. Et donc ça, presque c'est une question aussi que je peux vous poser, c'est est-ce que dans la sécurité sanitaire des aliments, les gens qui travaillent dessus aujourd'hui prennent en compte justement ces histoires de résidus de pesticides? Ouais, d'accord. Donc en fait, pour moi, la sécurité sanitaire, elle passe effectivement par toutes les normes hein, qui ont été mises depuis, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants hein, qui peuvent mourir de mauvaise alimentation, enfin très peu en France. Mais par contre, il y a quand même le sujet par exemple des pesticides qui, eux, sur du long terme, peuvent avoir des problèmes. Allez-y, ouais. Alors, j'adore votre réponse. Parce qu'elle est typiquement l'ignorance de la France et des Français sur la façon dont on évalue le risque d'un produit phytosanitaire. On évalue le risque pour l'agriculteur lors du traitement, on évalue le risque pour l'environnement et on évalue le risque pour le consommateur. Et le consommateur européen, en termes de résidus de produits phytosanitaires, ne court aucun risque. L'agriculteur, il doit se protéger. L'environnement, bon, mais en termes de résidus, on a des marges de sécurité par rapport à la dose qui n'a aucun effet toxique. Si vous voulez, on en parlera toutes les deux si ça vous intéresse, qui sont énormes. Et le problème de résidus de produits phytosanitaires dans l'alimentation est un faux problème. Et dans l'eau, il y a une réglementation qui est très stricte dans l'eau potable. Hein, qui est très stricte et sur le long terme. Hein. Pour mettre sur le marché un produit phytosanitaire, il faut qu'il y ait des études toxicologiques chez 2 espèces animales pendant la vie entière de l'animal. Donc, c'est le long terme, ça. Hein. Voilà, je ne peux pas vous faire un cours, mais je suis à votre disposition pour vous expliquer plus longtemps. Donc, le résidu phytosanitaire, pour moi,
je suis, en tant que toxicologue alimentaire, en termes de sécurité alimentaire, je suis beaucoup plus soucieuse des toxines naturelles type mycotoxines que des résidus d'additifs ou de produits phytosanitaires qui sont parfaitement analysés. Mycotoxines, c'était mon sujet de recherche. J'ai été expert européen là-dessus. Là, je ne suis pas tranquille du tout. Question de toxicologie, donc vous avez un début de réponse. Oui, merci pour votre réponse. C'est vrai que moi, je ne suis pas une spécialiste de ce sujet, donc c'est une bonne... voilà, mais c'est vrai que moi, dans le Finistère notamment, on a régulièrement des captages d'eau qui sont fermés pour cause de hauts taux de pesticides, en fait. Hein. Donc, effectivement, on empêche les personnes de boire cette eau, mais du coup, c'est vrai que ça peut me poser question aussi. Sur la question de la différence avec un rapport parlementaire classique, en fait, c'est parce que je n'ai pas pu avoir de mission de la part de l'Assemblée nationale parce qu'on n'avait plus d'administrateurs de disponibles sur ce sujet. Donc, si je n'avais pas pris les choses en main avec mes collaboratrices, on n'aurait pas pu faire ce rapport. Donc, je n'ai pas eu d'administratif de l'Assemblée nationale. J'ai élaboré ce rapport avec mon équipe, donc qui est complètement différent et qui est une manière de voir beaucoup plus libre que les institutions. Donc... Ce que vous êtes en train de nous dire, Sandrine, c'est parce que ce n'est pas les administrateurs de l'Assemblée nationale qui l'ont écrit que c'est plus vivant et plus intéressant. Chacun lit les rapports parlementaires comme il le souhaite, mais moi, en tout cas, je trouve plus intelligent de le faire comme ça pour que tout le monde puisse s'en emparer, parce que le problème, c'est que les rapports parlementaires, souvent, on sait qu'ils restent dans le fond des placards. Et donc voilà, donc effectivement, il est différent pour ça. Est-ce qu'il est mieux? Ben, ça, c'est à vous d'en juger, mais en tout cas, il est différent. Sur l'exception alimentaire, alors oui, je n'ai pas une réponse effectivement oui ou non s'il faut sortir l'agriculture de l'OMC, mais c'est une question qui revient très souvent, en tout cas, moi, depuis que je m'intéresse à ces questions-là. Et franchement, la question, elle se pose aujourd'hui. Quand on voit le prix du blé qui augmente, alors est-ce que c'est parce qu'on a eu moins de rendement cette année avec des conditions plus difficiles, ou est-ce que c'est la spéculation? Moi, en tout cas, je ne conçois pas qu'on puisse spéculer sur des produits alimentaires. J'ai apprécié que je suis aussi agricultrice. Donc, je produis des fruits, des légumes, j'ai un cheptel ovin et bovin viande, et puis je fais aussi des céréales, donc tout en bio, sur 57 hectares avec mon conjoint. Et donc, je vois aussi tout ça. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'on spécule sur des denrées alimentaires. Donc, effectivement, je me pose cette question-là. Est-ce que ce ne serait pas la solution ? Voilà, donc on peut effectivement en discuter, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Quand on voit le secteur culturel en France qui est protégé, hein, il y a l'exception culturelle, on protège notre cinéma et notre culture française. Est-ce que sur l'agriculture, on ne pourrait pas en venir aux mêmes propositions? Madame Parent, merci pour cette information sur la coopération France-Québec. Je n'étais pas au courant, mais effectivement, je crois que la souveraineté alimentaire, elle doit être emparée, chaque pays doit s'en emparer et puis pouvoir poursuivre les échanges, parce que, comme je l'ai dit, les échanges sont quand même importants, mais peut-être avec des règles et un respect des paysans et de chaque pays qui soit à l'ordre du jour. Et puis, sur la question de la souveraineté alimentaire, la vraie question est la compétitivité. Monsieur Bourget, vous m'avez posé cette question. Moi, je me pose aujourd'hui, je suis un peu peut-être provocatrice en disant ça, mais est-ce que c'est vraiment la question aujourd'hui de la compétitivité? Parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de personnes qui, finalement, se posent la question de quelque chose de différent. En fait, on veut amener l'agriculture vers le développement durable. Le développement durable, c'est 3 piliers. C'est le pilier économique, certes, on est d'accord, mais c'est aussi le pilier social et environnemental. Et donc, on ne peut pas nier ces autres piliers. Et la compétitivité, elle a tendance aujourd'hui, on la voit comme uniquement le côté économique. Et je crois qu'il faudrait peut-être voir un peu plus large sur cette notion de compétitivité. Merci, Sandrine, de ces premières réponses. J'ai vu qu'il y avait Marie-Françoise Bizarre qui a posé des questions, mais je n'ai pas pu lire de très loin. Est-ce que Marie-Françoise, tu peux prendre la parole pour poser ta question ou ton commentaire?
Elle m'entend, Marie-Françoise? Elle est loin? Finistère? Oui, c'est bon, je remets le micro. Bonjour. Ce n'était pas une question, c'était juste un complément pour avoir le spectre à 360 degrés. Oui, les agriculteurs doivent se protéger, mais le sujet aujourd'hui, ce n'est pas les pesticides. C'était juste pour apporter un complément. C'est vrai que la MSA reconnaît maintenant les maladies professionnelles dues à l'exposition aux pesticides, donc il faut juste l'intégrer dans la réflexion, puisque c'est quand même la MSA. Et juste, je me disais que dans votre conclusion, Madame Lefeur, peut-être que pour moi, il manque quand même le mot économique, en fait, parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans que tout soit viable économiquement. Les quatre, j'ai plus sous les yeux votre slide, mais les 4 mots-clés, puis les 2 super mots-clés, je pense que j'ai des collègues qui seront d'accord avec moi. On ne peut pas faire tout ça si ça ne tient pas debout économiquement. Voilà, c'est juste ce que je me disais. Merci Marie-Françoise. Nadine, tu avais un complément aussi de question, s'il te plaît. Non, justement, sur cet aspect de compétitivité sur lequel 2 personnes viennent de parler, je pense, vous le prenez en compte, c'est sûr, vous le dites dans votre rapport, et vous avez le souci de toujours le placer dans le contexte européen pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Mais ce sur quoi je voulais vous interroger, c'est justement sur cette envie, donc vous en avez fait votre point 3, d'instaurer cette exception alimentaire au sein des accords commerciaux. Or, je sais que la section 10 en particulier, je ne me trompe pas, milite depuis longtemps pour que justement ces accords commerciaux extraits ne prennent pas en compte l'agriculture. Alors, j'aimerais bien, moi, vous entendre. Je vois qu'il y a aussi André Neveu, Jean-Marie, tous ces personnages de la section 10 pourraient échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez... parce que ça paraît un peu irénique. Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver et à quelle échéance? Voilà. Je précise que la section 10, c'est la section économie chez nous. Donc, on a des brillants économistes l'économie dans et la politique. salle et sur écran. Alors, il y a aussi Henri Rouillet-Durfeuille qui veut prendre la parole. Henri, je te passe la parole. Merci beaucoup. Juste 2 petits commentaires sur l'économie, c'est très intéressant, et la compétitivité. Il faut quand même savoir que l'agriculture, elle est rendue très compétitive avec des subventions considérables et que déjà, il faut réfléchir la compétitivité. Donc, ce n'est pas juste le juste jeu des marchés, c'est plus compliqué que ça. Et puis, il n'y a pas de problème avec les pesticides et tout ça. Il faudra quand même qu'on nous explique pourquoi on a perdu un tiers des oiseaux, enfin des insectes d'abord, des oiseaux derrière, etc., s'il n'y a pas de problème de chimie dans l'agriculture. Alors, par rapport au rapport et à votre rapport, tout ça est extrêmement intéressant. Donc, c'est un ensemble de choses. Vous avez parlé de 150 propositions, je crois. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les suites, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la perspective d'une loi? Est-ce que c'est une somme de projets? Est-ce que c'est des alertes? Ou des prises de conscience, vous voyez, il y a tout ça. Et la question précise que je poserais, c'est que on a eu à entendre Madame Célia de Lavergne, dans un autre cadre, sur l'histoire des chèques alimentation durable. Et est-ce que ce projet, qui est intéressant, personnellement je le trouve, est une suite concrète, une des suites concrètes de votre travail, ou est-ce que vous voyez ça comme une logique qui est un peu compétitive ou un peu conflictuelle avec ce que vous faites? Merci Henri. J'avais un peu les mêmes questions, que j'ai gardé un peu pour la fin. Une dernière question pour cette série de Guillaume Bourrier. Je te passe la parole. Oui, bonjour Madame la députée. Oui, tout ça, cette analyse est tout à fait remarquable. Elle rejoint une préoccupation qui a été portée par les académies des sciences en Argentine en 2018 pour la préparation du G20 et qui a été soutenue par le président de la République. C'était les sols dans le contexte justement de la souveraineté alimentaire, la protection des sols en vue de la souveraineté alimentaire. Et donc il y a un rapport qui a été fait avec des propositions précises qui vont en fait que la connaissance et la protection des sols
une meilleure connaissance et une meilleure protection des sols, en particulier contre l'étalement urbain, et puis une meilleure gouvernance territoriale. Et ça rejoint les résultats d'un colloque qui s'est tenu à Bari récemment à l'initiative du groupe interacadémique pour le développement et du Centre international pour les hautes études agronomiques méditerranéennes. Il faut plus séparer l'eau, des ressources en eau, des ressources en sol, parce que dans le contexte du changement climatique, et en particulier dans le bassin méditerranéen, l'érosion des sols, les catastrophes, finalement, obèrent les capacités des barrages hydroélectriques à faire de l'électricité, obèrent les capacités des barrages à pourvoir de l'eau pour l'irrigation, et tout ceci doit être vu dans une optique territoriale, de gouvernance territoriale. Donc ça rejoint tout à fait les conclusions de votre rapport. Et de ce fait-là, on peut peut-être échapper à certaines contraintes parce qu'évidemment, nous savons que le nord de l'Afrique ne sera jamais autonome au point de vue des ressources en céréales. Donc il faudra bien qu'ils achètent des céréales, mais il faudra bien que nous leur rachetions des produits pour pouvoir échanger. Donc le libre-échange, pas total, à sa place pour permettre à ces pays-là d'avoir accès à l'alimentation de bonne qualité. Donc, si on intègre le moyen terme et le long terme et la protection des ressources en sol et des ressources en eau, on peut sortir du dilemme, à mon avis. Merci Guylaine. Je vais répondre. Je complète ce que dit Guylaine parce que j'étais aussi organisateur de ce à Paris où on a insisté sur l'importance des sols et de l'eau. Et d'ailleurs, notre colloque s'est conclu par une démarche vis-à-vis du Forum mondial de l'eau qui a lieu à Dakar au mois de mars et qui va reprendre un peu toutes ces questions. Donc, eau et sol, tu as raison, Guilhem, d'insister là-dessus. Il y a d'autres questions, mais d'abord, Sandrine, un premier regard sur les commentaires et questions que nous venons de poser. Merci. Oui, merci pour vos remarques et questions. Alors, sur la question du volet économique et de la compétitivité, oui, c'est vrai que dans ma conclusion personnelle, je l'ai moins évoqué parce que de toute façon, c'est un sujet qui est tout le temps pris en compte et même parfois au détriment justement du volet environnemental et social. Et c'est pour ça que j'ai voulu préférer mettre en avant le volet environnemental et social. Mais j'étais l'autre jour avec des personnes qui me disaient, justement avec la MSA dans le Finistère, et qui disaient bah oui, on manque de main-d'œuvre et puis il y a 50% de nos fruits et légumes qui ne sont pas produits en France. Voilà. Donc, et à côté de ça, il disait bah, on est aussi des briseurs de rêves parce que bah, quand on a des jeunes en formation, on est obligé, quand ils ont un projet en permaculture notamment, de les faire redescendre sur terre. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce cas-là, c'est qu'en général, les jeunes qui font de la permaculture, ils produisent des fruits et des légumes pour la plupart du temps. Alors pourquoi et on en a besoin des fruits et légumes français. Alors pourquoi dans ce cas-là, on brise leurs rêves et on ne les laisse pas s'installer? Moi, je leur ai dit, moi aussi, on a voulu briser mon rêve. Mon installation a été très, très compliquée parce que je n'étais pas du milieu agricole. Je n'ai pas écouté ces briseurs de rêve-là. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai 57 hectares. On a une exploitation qui fonctionne, qui est pour partie en circuit long et pour partie en vente directe. Et donc, le volet économique, il est important. Mais on voit bien que le modèle agricole aujourd'hui, le modèle classique, économiquement, il n'est pas forcément viable aujourd'hui. Donc, pourquoi on ne mettrait pas en valeur des nouveaux modèles avec des personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole, mais qui proposent des nouveaux modèles et qui, eux, peuvent avoir un modèle économique différent, mais qui est aussi viable. Et je rappelle que quand même, la viabilité d'une exploitation, elle dépend aussi du besoin des exploitants et qu'ils jugent utile pour vivre. Donc, pour certains, 1 000 € par mois, ça peut suffire. Pour d'autres, il faut 2 000 €. Pour d'autres, il faut plus. Ça dépend de chacun. Sur l'exception agricole, va-t-on y arriver? Donc, je sais que ça fait très, très longtemps qu'on en parle, qu'on essaye de faire émerger des choses sur ce sujet. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, à vrai dire. Mais effectivement, moi, je n'ai pas pour l'habitude de faire des préconisations qui soient, on va dire, pansements, mais plutôt des réflexions sur un nouveau modèle à mener. Et ça fait le lien avec la question que vous me posiez sur le chèque alimentaire. Le chèque alimentaire, moi, je le soutiens. C'est une mesure d'urgence, notamment pour les étudiants en ce moment.
mais ce n'est pas pour moi une mesure de long terme. Et la sécurité sociale de l'alimentation, pour moi, ça, c'est une mesure de long terme qui questionne sur notre modèle de société et notre modèle notamment alimentaire et agricole. Donc, il n'y a pas de concurrence pour moi entre les deux, c'est juste que ce n'est pas du tout le même pas de temps. Et j'ai soutenu le chèque alimentaire sans problème. La suite du rapport, eh ben, effectivement, pour la fin de la mandature, c'est très compliqué de faire quelque chose puisque là, on va finir les travaux parlementaires en février. Mais moi, je souhaite, si je suis réélue, eh bien, de poursuivre ces travaux, ou si je ne suis pas réélue, que d'autres parlementaires s'en emparent, mais aussi des institutions. J'ai présenté ce matin au CESE mon rapport et voilà, il y a des collaborations qui vont pouvoir se faire aussi avec eux. Donc, c'est poursuivre ce rapport à travers soit des décrets réglementaires, des projets de loi ou bien des incitations des uns et des autres à prendre leur part dans cette souveraineté alimentaire. Et sur la protection des sols et des ressources en eau, ben moi, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Et je pense que ce qui a été fait notamment avec la subvention de nos produits via la PAC, hein, heureusement, ça n'existe plus pour les exportations, vers d'autres pays, notamment vers l'Afrique. Je pense au poulet qu'on a pu produire chez nous. Ben ça, ce n'était pas admissible. Et ça, ce n'est pas des échanges respectueux du tout et qui respectent pour moi la souveraineté alimentaire. Mais effectivement, en admettant qu'en Afrique, c'est très compliqué de faire des céréales, eh bien, il y a des échanges qui peuvent avoir lieu quand même. Moi, je ne suis pas contre les échanges. Il faut juste qu'ils soient justes et respectueux des paysans des autres pays. Merci Sandrine. Je crois qu'André Neveu, tu avais une question? Oui, je t'en prie. Merci. Oui, Madame la députée, il me semble, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut distinguer entre ce qui se passe dans nos pays et ce qui se passe dans les pays en voie de développement. Parce que là, la souveraineté alimentaire, elle est essentielle. Parce que dans ces pays-là, produire des légumes, par exemple, qu'on va exporter, alors qu'on va manquer peut-être de céréales, d'aliments de base, je trouve que c'est extrêmement risqué. Dans les pays en voie de développement, l'importance, c'est d'assurer au minimum, le plus possible, l'alimentation des gens du coin. Parce que s'il faut s'approvisionner sur les marchés internationaux, on voit ce que c'est pour le blé actuellement, où tous les prix sont en train de flamber, ça c'est un risque énorme pour ces pays-là. Ces pays-là, il faut impérativement qu'ils assurent leur souveraineté alimentaire le plus possible, le plus près possible, je ne dis pas à 100%, mais le plus près possible du maximum réalisable, de manière à sécuriser l'alimentation de base de leur population. Merci André. Là aussi, je compléterai volontiers parce que j'ai aussi, moi, beaucoup travaillé en Afrique et en Asie, donc je partage assez fortement les propos d'André Neveu. Pour information, nous avons fait à l'Académie, nous avons publié un ouvrage sous d'ailleurs la coordination de Philippe Kimon-Bled, là, pendant la crise du Covid. Et il y a un article sur la sécurité alimentaire, sur l'autosuffisance alimentaire, que j'ai co-signé avec Papsek. Papsek est un confrère de l'Académie, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal. Donc, il est très souvent de passage chez nous et à chaque fois, il insiste sur ces notions et il nous aide beaucoup à avoir des bons slogans. Le dernier, c'est « Nourrir la planète sans la détruire ». Vous pouvez en prendre note. C'est un joli slogan et on essaie de le répéter. Donc, on a co-signé ensemble un article sur cette souveraineté alimentaire africaine qui est assez compliqué hein, parce que, contrairement à ce qu'on pense, il faut aussi que l'Afrique puisse s'exporter. Et donc, quand ils ont fait du riz, par exemple, au Sénégal, eh bien, le riz chinois était moins cher et plus beau. Donc, c'est pas si simple que ça. Je sais aussi qu'il y a eu un petit discours sur One Health parce que je voulais aborder avec vous, Sandrine, un petit point qui m'est cher, c'est celui des projets alimentaires territoriaux. Je suis animateur d'un projet alimentaire territorial. J'ai créé une association qui s'appelle Association de promotion des projets alimentaires territoriaux. Celui que je monte est en Normandie, avec quelqu'un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Stéphane Travers, qui est dans mon association. Et nous avons en action, en proposition, une exposition. Et voilà le cadeau, on vous fait un cadeau en passant, c'est très bien. Merci Philippe. Ce bouquin, nous avons en projet aussi une exposition sur l'alimentation. Moi, je suis très preneur de l'éducation alimentaire, qui est très déficiente dans les écoles pour un tas de raisons, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, on a trouvé avec le Muséum surnaturel une exposition qui va nous permettre de faire de la pédagogie alimentaire pour les classes, pour la fin de primaire et début du secondaire. Donc, tous les collégiens et écoliers de la région de Coutances, dans la Manche,
vont venir à cette exposition au printemps. On a l'aide du plan de relance, on a l'aide de la région, on a l'aide de la communauté de communes, des députés, enfin un projet très ambitieux, peut-être trop, mais en tout cas, on souhaite d'ailleurs l'exporter dans d'autres régions. Hein, je vous en parlerai peut-être à l'occasion et vous montrer ce qu'on est en train de faire. En tout cas, pour moi, c'est un élément important. C'est l'éducation alimentaire. Quand vous voyez des jeunes qui mangent en ce moment, j'étais en promenade en Bourgogne, une très jolie sous-préfecture qui s'appelle Paray-le-Monial, ou peut-être à Château-de-Canton, et vous aviez des écoliers qui sortaient de la cantine, ils ne voulaient pas manger à la cantine, ça ne leur plaisait pas. Ils étaient dans une épicerie, ils achetaient un paquet de chips d'1 kilo et une bouteille de coca de 2 litres. Et voilà quel était pour 2 personnes le repas de midi. Mais ces gamins-là, ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas quoi manger, quoi. Et c'est vraiment mauvais. Et donc, voilà, je souhaite que l'éducation alimentaire fasse partie importante de votre politique. Et en tout cas, je vous remercie de nous écouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions de mes collègues dans la salle? Michel Petit, non? Non? Si, oui, Michel Petit, je passe la... Non, oui, Michel Petit, je te passe la parole, vas-y. Merci, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah bon, j'ai des problèmes techniques. Bon, ben, puisque tu me donnes la parole, je vais la prendre. Moi, j'ai été un peu déçu par votre rapport, pour être franc. Et la raison pour laquelle j'ai été déçu rejoint un peu ce que disait Bernard Bourget tout à l'heure. Parce que historiquement, il y a eu tout un débat international qui a amené à la définition à peu près consensuelle de la sécurité alimentaire. C'est un processus qui a été long, que vous avez, qui fait partie de votre première partie de votre rapport. Là, je n'ai pas de querelle là-dessus. En revanche, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui apparaît comme un concept militant. Ça apparaît à peu près au même moment que ce consensus sur la sécurité alimentaire, notamment en particulier au sommet mondial de 1996, porté par la Via Campesina et repris, on peut dire, par le mouvement altermondialiste, et qui insiste sur le fait que chaque peuple doit être souverain et doit pouvoir déterminer comment il va s'alimenter, production locale ou, si nécessaire, importation. Mais importation seulement si nécessaire. Donc, à ce moment-là, c'est très clairement un mouvement qui s'oppose au consensus dit de Washington, libéral, très libéral, d'ouverture des marchés internationaux. Et il ne me semble pas, alors votre effort tel que je le comprends et tel que vous nous l'avez exposé, consiste à qu'est-ce que peuvent être, qu'est-ce que peut être, comment peut-on définir une souveraineté alimentaire aujourd'hui. Mais là où je suis un peu déçu, c'est que par rapport à ce débat historique auquel je fais allusion, je ne vois pas très bien où on arrive. Et du coup, la question que soulevait Bernard Bourget de la compétitivité, vous avez répondu, oui, mais il n'y a pas que la dimension économique, il y a d'autres dimensions. Et là, bien sûr, nous sommes d'accord. Mais ça n'exclut pas ou ça ne résout pas cette question de la compétitivité. Et pour un pays comme la France, qui est encore exportateur net, mais dont le solde des commerces internationaux va en diminuant, le positif se rétrécit, nous serons peut-être importateurs nets dans les années qui viennent, même pas les décennies qui viennent, dans les années qui viennent. Cette question de la compétitivité est importante. Et en l'ambiguïté que je vous reproche entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire fait que cette question, je trouve, vous l'avez évacuée. Excusez-moi, je n'osais pas intervenir, le président m'a donné la parole, du coup je suis direct.
Mais merci Michel. je pense que la question se pose, je trouve que vous n'y avez pas répondu. Merci Michel, tu avais levé la main, donc je t'ai passé la parole parce que tu avais appuyé sur lever la main. Non, mais Merci, Monsieur le Président. Ce que tu dis est quand même repris souvent dans les pays africains. C'est le sujet qui est souvent repris également. S'ils ne sont pas compétitifs, c'est bien beau de faire des produits, les frontières sont perméables et ils apportent du riz d'autres régions. Tu veux compléter, Jean-Marie? Oui, je voudrais compléter l'intervention de Michel Petit mais sur un autre plan, un plan franco-français. Bon, le débat de la souveraineté est ressorti pour X et X raisons non agricoles à l'occasion du confinement. Ça renvoie à plein d'histoires, enfin, à notre histoire et à notre récit historique. Et on le traduit en souveraineté alimentaire, ce qui, à mon avis, pour la France, n'a pas beaucoup de sens, ni même en matière de sécurité. On l'a vu pendant le confinement. Par contre, on est plusieurs à avoir écrit des papiers, à avoir alerté sur le fait que notre problème de sécurité alimentaire en France, il est réel, mais il est en amont de la production. Et on le voit avec l'azote. On importe les 2/3 ou les 3/4 de nos engrais, 100% des molécules des produits phytosanitaires. Alors vous allez me dire, la réponse, c'est le bio. Mais pas que. On importe l'essentiel de nos machines et on voit qu'on importe, enfin, le terme d'importer est tout à fait mal à propos, mais on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Le terme d'importer, c'est méprisant de dire ça concernant des collègues d'autres pays, mais on a besoin aussi de main-d'œuvre. On n'est pas autonome dans les exploitations agricoles aujourd'hui, en termes de main-d'œuvre, et de moins en moins. Enfin, et ça c'est pas nouveau, mais ça se voit là. Merci Jean-Marie. Sandrine, l'heure commence à tourner. Oui. Alors, Monsieur Neveu, je pense qu'en fait, on est assez d'accord sur ce que vous avez dit là, sur les pays du Nord et les pays du Sud. Je pense qu'on partage la même vision, en fait, hein, sur la souveraineté alimentaire, parce que votre intervention, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Donc, voilà. Sur les PAT, alors sur les PAT, on a dans la loi, dans les différentes lois qu'on a pu voter durant ce quinquennat-là, mis en fait l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Et on a fait en sorte que le temps du déjeuner soit un temps périscolaire, voilà, pédagogique. En fait, on se heurte par contre à des enseignants qui nous disent oui, mais vous nous rajoutez toujours quelque chose, et puis nous, on ne sait pas forcément faire sur ce sujet. Donc là, effectivement, le PAT, c'est intéressant ce que vous avez mis en place parce que ça, du coup, ça peut dégager les enseignants de cette tâche-là qui ne sont pas toujours compétents en plus. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc ça, on l'a mis dans la loi, mais maintenant, comment on arrive à le décliner sur le terrain, ça, c'est un sujet. Alors, sur le sujet de la souveraineté alimentaire, qui est un concept militant, oui, la souveraineté alimentaire, c'est un concept militant à la base, et mon rapport le dit, mais après, il a été repris par l'ONU et la FAO et validé. Donc, mais effectivement, la souveraineté alimentaire, moi, je ne m'en cache pas, c'est un concept qui a d'abord été militant, et moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que on a eu pour justifier la réintroduction des néonicotinoïdes sur les betteraves sucrières et pendant la crise sanitaire, on a utilisé ce mot-là, souveraineté alimentaire, sans vraiment prendre en compte la vraie définition et la définition originelle. Quand on parle de compétitivité, on pense à la compétitivité économique, mais moi, je pense à la compétitivité de la biodiversité et des sols, parce que comment des agriculteurs aujourd'hui en zone céréalière, par exemple, vont être compétitifs économiquement puisque leurs sols ont été détruits, les rendements en blé ne font que chuter, puisque à force d'amener des pesticides, des engrais de synthèse, etc., les sols n'arrivent plus à produire. Donc, quand on parle compétitivité, d'accord, je veux bien entendre la compétitivité économique, mais il y a la compétitivité, parlons de compétitivité, mais biodiversité aussi, compétitivité sociale aussi, puisque le sujet arrive, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Donc, tout ça fait partie de la compétitivité, et pour moi, on ne peut pas ne pas mettre ensemble l'économique, l'environnement et le social.
social. Et c'est pour ça que je reprends l'environnement et le social qui ont trop souvent été mis de côté. Et aujourd'hui, si on veut être compétitif, eh ben, je suis désolée, mais moi, quand je regarde mes marges, eh ben, je fais le coût de mes charges, le coût de mes produits. Et effectivement, en agriculture biologique, j'ai peu de charges par rapport à mon voisin qui, lui, est en conventionnel. J'importe pas d'azote sur mon exploitation, par exemple. Donc, oui, parlons compétitivité, mais moi, je posais la question de la compétitivité des sols, par exemple. Et sur l'exemple du CETA, moi, je remets en cause effectivement le modèle agricole aujourd'hui, puisque je ne conçois pas qu'on ait des agriculteurs et des syndicats agricoles qui sont venus me voir en me disant ne votez pas le CETA. Moi, je n'ai pas voté pour le CETA pour des raisons particulières, mais eux me disent ne votez pas pour le CETA, on ne veut pas importer de produits étrangers en France, il faut d'abord qu'on arrive à ce que les consommateurs consomment français. Et oui, mais je leur ai dit d'accord, on n'importe pas, mais dans ce cas-là, on n'exporte pas non plus. Ah bah si, nous on a besoin d'exporter. Bah, c'est pas logique, c'est pas ça l'échange. Un échange, c'est un échange, on exporte et on importe. Et c'est là où moi je suis pas d'accord sur cette vision du libre-échange et sur ce modèle agricole-là. Je pense que l'échange, il doit aller dans les deux sens et on peut pas, en France, on ne peut pas avoir des agriculteurs qui nous demandent de ne pas importer des produits, mais par contre, eux, ils veulent exporter. Donc ça, là, il y a une incohérence. Et donc, quand on parle de l'azote, bah pareil, moi, c'est le modèle agricole que effectivement, je remets en cause. C'est pas normal qu'on soit dépendant aux pesticides et aux engrais azotés et phosphatés. Et donc, il y a sûrement un modèle qui est à revoir et peut-être à revoir nos modèles de production. Pourquoi on a tout l'azote et le phosphore en Bretagne et pourquoi dans d'autres régions, on n'arrive pas à l'avoir? Ben oui, peut-être que je bouscule les codes, mais je suis désolée, je vous le dis comme ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci Sandrine. Enfin, vous avez eu des opinions chez nous qui sont variables. Donc, ce que vous dites est défendu aussi par beaucoup de collègues et ils ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être une dernière remarque, Nadine, avant de conclure, parce qu'il est 2h13. Oui, la remarque, c'est j'admire votre courage, parce qu'effectivement, vous avez l'air de vouloir changer beaucoup de choses. Alors, la question que je me pose, mais quelle est la réception de votre rapport au sein du Parlement? Vous avez des soutiens je ne sais pas du tout quelle est l'atmosphère au sein du Parlement sur ce sujet. D'ailleurs, est-ce qu'ils y connaissent quelque chose d'abord? C'est vrai qu'on n'a pas effectivement beaucoup de parlementaires qui connaissent en profondeur le modèle agricole. Moi, j'ai la chance de pouvoir moi-même appliquer ce que je propose. Ça, c'est aussi quelque chose que je tiens particulièrement. Je ne vais pas aller faire des préconisations que je ne peux pas appliquer à moi-même, mais il y a quand même 32 parlementaires de la majorité qui ont suivi ce rapport et qui l'ont validé. Donc, il y a quand même une forme de soutien sur ce sujet. Par contre, c'est vrai que c'est pas facile de tenir ce discours-là et de dire que voilà, le modèle agricole, il faut peut-être le changer. Mais je pense que c'est nécessaire de le dire parce que moi, je vois trop d'agriculteurs voisins de moi qui sont dans des modèles aujourd'hui qui n'arrivent pas à en vivre en fait. Et moi, ça me fait mal au cœur de les voir comme ça et surtout qu'à chaque fois que je croise mon voisin, donc qui est un producteur de porc sans label classique industriel, il me dit si j'avais pu faire différemment, j'aurais fait. Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis, oui, il est bloqué. Et bloqué par quoi? Allons chercher par quoi il est bloqué et essayons de faire bouger les choses, que les agriculteurs reprennent les choses en main vraiment. On va applaudir de nouveau Sandrine parce que comme tu le disais, Nadine, c'est beaucoup de courage pour monter tout cela. Donc, sachez que nous sommes toujours à votre écoute et à votre disposition pour aller plus loin dans ces expertises. Dès cet après-midi, dans un quart d'heure, nous ouvrons une séance sur la comptabilité verte qui fait un peu partie de tout ça. Donc, on a des collègues qui sont en train de se préparer dans la salle des séances. Vous êtes toujours la bienvenue. Écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Nous restons en contact et on peut se revoir, je ne sais pas, peut-être après le mois de mai, par exemple. Vous serez dans des fonctions différentes ou en continuité. En tout cas, c'est des sujets qui nous passionnent vraiment. Le bouquin en est un élément. Nous avons aussi des fervents défenseurs chez nous d'agroécologie très forts. On a souscrit l'Académie
a souscrit à la déclaration sur l'agroécologie mondiale, la FAO, etc. Vous avez compris ce réseau international qui est important, qui donne beaucoup d'informations et de points de comparaison. Nous avons aussi des têtes bien faites, des bien pensantes, qui justement essaient d'avoir les bonnes remarques, les critiques constructives autour de ce qu'on fait. Merci encore et je vous dis bon après-midi. À bientôt. Au revoir.